C'est quoi méthode PPP? Que pouvez-vous nous dire sur la chaîne méthode PPP sur YouTube? Cette chaîne est dédiée aux francophones qui aimeraient améliorer leur français. Mais plusieurs existent déjà. Certaines sont très bonnes. En effet, il y a plusieurs chaînes pour apprendre ou améliorer son français. Cette chaîne n'est pas en compétition mais elle est complémentaire. Le but n'est pas de vous apprendre la base ou les règles de la langue française. Le but est de vous aider à améliorer votre niveau. N'importe qui peut se vanter. Aussi le nom est ridicule. Une question est commune à des centaines de francophones de tous les niveaux. J'ai beaucoup étudié mais c'est difficile de parler. Quelle est la meilleure façon pour améliorer mon niveau? La réponse est vraiment simple. Il faut pratiquer plus. Le problème c'est que la grande majorité des personnes ne sont pas impressionnées et ignorent ce conseil. Où voulez-vous arriver avec tout ça? Un jour, au lieu de juste répondre avec « il faut pratiquer », une approche différente a été utilisée. Je ne comprends rien et vous n'avez pas encore expliqué le nom. Un peu de patience, ça arrive. Les détails sont importants pour comprendre. Je commence à perdre patience. Voilà un peu comment la conversation s'est déroulée. Vous savez, moi j'ai inventé une méthode unique qui marche à tous les coups. Ah bon? Vraiment? C'est quoi cette méthode? Ça a l'air d'être intéressant. Pouvez-vous expliquer? Bien sûr. Ça s'appelle la méthode PPP. Est-ce que vous la connaissez? Non, je ne la connais pas. Moi non plus, c'est quoi les 3 P? Au fait, c'est assez simple, les 3 P sont. Toutes les personnes sont soudain intéressées et attentives. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Rire et sourire à la ronde. Mais cette fois le message avait été compris. La conversation tourne alors aux essais, expériences et conseils de chacun. Voilà comment l'idée et le nom de la chaîne se sont formés. Oui, c'est rigolo, mais ça n'explique toujours pas ce qui est différent. À travers les récits et histoires racontés par nombre de francophones ces dernières années, c'est devenu évident qu'il y a un manque. En écoutant et en lisant en même temps, on absorbe plus vite. Mais le choix est ou de lire un texte, écouter un podcast ou regarder une vidéo. Oui, beaucoup existent. Sur cette chaîne, on intègre les 3 ensemble. C'est intéressant. Oui, c'est différent. Une autre chose importante, c'est d'être exposé à plusieurs sujets. Chaque nouveau sujet ajoute un peu à notre vocabulaire. Et alors? Il y a beaucoup de variétés. Alors, sur cette chaîne vous allez être exposé à plusieurs sujets de façon multiple. Par exemple, il y a plusieurs activités qui vous aident à apprendre les expressions françaises mais elles sont faites en forme de jeu. Essayez quelques-unes. Oui, c'est permis de s'amuser tout en apprenant. Les jeux existent aussi. Il faut essayer. En plus, il y a des histoires créées par les nouveaux logiciels d'intelligence artificielle. Vous pouvez comprendre de quoi ils sont capables en même temps que vous perfectionnez votre français. On ne va pas perdre notre temps à lire tout ça sur YouTube. Bien sûr que non. Les textes sont lus pour vous par plusieurs voix informatisées avec une bonne prononciation. Les mots en français sont souvent écrits différemment que leur prononciation. En regardant les mots sur l'écran et de les écouter en même temps aide beaucoup. Combien de vidéos y aura-t-il? Il y aura de nouvelles vidéos tous les jours. Parfois plus qu'une. C'est à vous de choisir lesquelles, quand et combien vous voulez. Quelle est la durée des vidéos? Cela dépend. Les épisodes journaliers sont courts, mais il y a aussi des épisodes hebdomadaires et même des histoires complètes de longue durée. Y a-t-il quelque chose d'autre qui est spécial? En effet. Les vidéos n'ont pas de musique de fond. Cela aide beaucoup à la compréhension. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point dans la vidéo, vous êtes probablement intéressé à améliorer votre niveau en français. Pour vous, il y a parfois des bonus.
Par exemple les définitions de certains mots de vocabulaire. Oui, ça se trouve dans le dictionnaire. C'est vrai, mais malheureusement très peu le font. Avez-vous remarqué que le vocabulaire utilisé ici n'est pas rudimentaire? Ceci est intentionnel. Être exposé à de nouveaux mots de vocabulaire et les entendre fréquemment est très important. À la fin de certaines vidéos, une liste de mots sera présentée pour vous aider. Même si vous connaissez les mots déjà, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Comment ça? Parfois vous trouverez de nouveaux mots dans les définitions. D'autres fois vous apprendrez d'autres sens pour le mot que vous ignorez peut-être. Les explications sont rédigées par ChatGPT, ce qui les rend plus intéressantes que de lire le dictionnaire. Et enfin, la plupart du temps des exemples sont inclus. Vous êtes toujours en train de regarder. C'est génial. Alors pour remercier votre indulgence, et si vous êtes intéressé, voilà la liste de certains mots de vocabulaire utilisés dans cette introduction. Ok. On va voir ça, avant de décider. Si c'est intéressant, on va mettre des commentaires sur YouTube et s'abonner à la chaîne. Merci. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. L'expression « à la ronde » signifie dans ce contexte « partout autour » ou « à tous les alentours ». Elle est souvent utilisée pour indiquer que quelque chose concerne un large groupe de personnes ou un grand territoire. Par exemple, si quelqu'un dit « mes produits sont vendus dans toutes les épiceries à la ronde », cela signifie que ces produits sont disponibles dans toutes les épiceries des environs. Dans le contexte d'une audience, si quelqu'un dit « nous avons des invités à la ronde », cela signifie que les invités viennent de différents endroits et ne sont pas tous originaires du même lieu. Absorber plus vite signifie traiter et retenir de l'information plus rapidement et efficacement. Cela peut être utile dans de nombreux contextes, comme lors de l'apprentissage de nouvelles compétences ou de l'étude pour un examen. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de « absorber plus vite ». Lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue, certaines personnes peuvent absorber plus vite la grammaire et le vocabulaire que d'autres. Elles peuvent alors être capables de converser plus rapidement avec des locuteurs natifs. Si vous travaillez dans un environnement professionnel exigeant, il peut être important d'absorber rapidement des informations complexes pour prendre des décisions efficaces. Par exemple, dans le domaine médical, les médecins doivent être capables d'absorber rapidement des informations sur les patients pour diagnostiquer et traiter les maladies. Si vous préparez un examen important, il peut être utile d'absorber rapidement les informations pour être sûr de les retenir. Cela peut inclure l'utilisation de techniques d'étude efficaces telles que la répétition espacée ou les cartes mémoire pour aider à absorber rapidement les informations. Améliorer le niveau signifie augmenter la qualité ou la performance d'une personne, d'une organisation ou d'un système. Voici quelques exemples d'amélioration du niveau dans différents contextes. Dans l'éducation, un étudiant qui travaille dur pour améliorer son niveau en mathématiques en étudiant régulièrement, en faisant des exercices supplémentaires et en posant des questions à son professeur.
Dans le sport, un joueur de basket-ball qui s'entraîne tous les jours pour améliorer son niveau de jeu en développant ses compétences en dribble, en tir et en défense. Dans le monde professionnel, un employé qui suit une formation pour améliorer son niveau de compétence dans un domaine spécifique, tel que la gestion de projets ou la comptabilité. Dans la santé, une personne qui s'engage à améliorer son niveau de condition physique en faisant régulièrement de l'exercice et en mangeant des aliments sains. Dans l'environnement, une entreprise qui met en place des politiques et des pratiques pour améliorer son niveau de durabilité en réduisant son empreinte carbone et en utilisant des sources d'énergie renouvelables. L'expression « arriver jusqu'à ce point » signifie atteindre un certain niveau ou un certain stade dans un processus ou une situation. Cela peut se référer à une progression, un accomplissement ou une réalisation. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. Après des années d'entraînement intensif, il est finalement arrivé jusqu'à ce point où il peut concourir au niveau international. Les négociations ont été longues et difficiles, mais nous sommes finalement arrivés jusqu'à ce point où nous pouvons conclure un accord satisfaisant pour toutes les parties. L'entreprise a connu de nombreux défis au cours de ses premières années, mais elle est finalement arrivée jusqu'à ce point où elle est rentable et bien établie sur le marché. J'ai travaillé dur pour améliorer mes compétences linguistiques, et je suis maintenant arrivé jusqu'à ce point où je peux parler couramment plusieurs langues étrangères. Lorsque vous travaillez sur un projet, il est important de prendre des mesures pour mesurer votre progression et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour arriver jusqu'à ce point où vous pouvez atteindre votre objectif final. L'expression « ça a l'air d'être » est une manière de donner son opinion ou de formuler une hypothèse sur quelque chose. Elle est souvent utilisée pour exprimer une première impression ou une observation superficielle sur un sujet. Par exemple, si vous assistez à une conférence et que vous voulez exprimer votre première impression à votre collègue, vous pouvez dire « ça a l'air d'être une audience attentive et intéressée ». Cette phrase suggère que vous avez observé le public et que vous avez eu une impression positive de leur niveau d'attention. Voici quelques autres exemples. Ça a l'air d'être un bon restaurant, on voit beaucoup de clients à l'intérieur. Ça a l'air d'être un film passionnant, il y a beaucoup d'action dans la bande-annonce. Ça a l'air d'être une entreprise bien gérée, leur site web est très professionnel. L'expression « ça arrive » peut être utilisée pour exprimer de l'impatience ou de l'irritation face à une situation qui prend trop de temps ou qui n'arrive pas assez rapidement. Elle implique une attente préalable et une certaine frustration due au retard ou à la lenteur des choses. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. Je lui ai demandé de me rendre mon livre il y a une semaine et il ne l'a toujours pas fait. Ça arrive. On attend depuis plus d'une heure pour voir le médecin. Ça arrive quand, notre tour? Je pensais que le projet serait terminé cette semaine, mais apparemment il y a encore du travail à faire. Ça arrive quand la fin? Dans ces exemples, ça arrive exprime l'impatience face au retard ou à la lenteur de l'autre personne ou de la situation. Cela peut également impliquer une certaine frustration ou une irritation, selon le contexte. Le mot « complémentaire » a plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Dans le domaine des couleurs, deux couleurs sont dites complémentaires si elles se situent à l'opposé l'une de l'autre sur le cercle chromatique. Par exemple, le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires. En mathématiques, deux angles sont dits complémentaires s'ils ont une somme de 90 degrés. Par exemple, un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés sont complémentaires. En finance, un complémentaire est un produit financier qui vient en complément d'un autre produit financier, généralement pour diversifier les risques. Par exemple, un investisseur peut acheter des actions d'une entreprise et également souscrire à une assurance vie pour diversifier son portefeuille. En physique, la lumière blanche est composée de toutes les couleurs du spectre visible. Lorsqu'un objet absorbe une partie de cette lumière, la couleur qu'il renvoie est dite complémentaire à celle qu'il a absorbée. Par exemple, si un objet absorbe le bleu, il renverra une couleur orange, qui est la couleur complémentaire du bleu. En anatomie, les muscles complémentaires sont des muscles qui ont une action opposée sur un même os ou une même articulation. Par exemple,
Le biceps et le triceps sont des muscles complémentaires car l'un permet de fléchir le bras et l'autre de l'étendre. Dans chaque contexte, le mot « complémentaire » est utilisé pour indiquer une relation de complémentarité, d'opposition ou de complément. La compréhension fait référence à la capacité de comprendre et d'interpréter des idées, des concepts ou des informations. Cela implique de comprendre non seulement les mots et les phrases, mais aussi les idées sous-jacentes, les nuances et les implications d'un texte ou d'une situation donnée. Voici quelques exemples d'utilisation de compréhension. J'ai une bonne compréhension de la théorie de la relativité d'Einstein. Dans ce cas, la personne en question a étudié la théorie de la relativité et est capable de comprendre et d'expliquer les concepts impliqués. Il est important d'avoir une compréhension claire des politiques de l'entreprise avant de prendre des décisions importantes. Dans ce cas, la personne en question doit comprendre les politiques de l'entreprise pour prendre une décision éclairée. Le test de compréhension de lecture était plus difficile que je ne le pensais. Dans ce cas, le test mesure la capacité des gens à comprendre les idées dans un texte donné. C'est génial est une expression qui signifie que quelque chose est excellent, incroyable ou impressionnant. Cela peut être utilisé pour décrire une variété de choses, comme une performance, une expérience, un accomplissement, un objet, etc. Exemple. J'ai vu ce concert hier soir et c'était génial. Les musiciens étaient fantastiques. Je viens d'essayer ce nouveau restaurant et la nourriture était géniale. Je le recommande vivement. J'ai fini de lire ce livre hier soir et c'était génial. L'histoire était captivante et les personnages étaient très bien développés. J'ai regardé ce film hier soir et c'était génial. Les effets spéciaux étaient incroyables et l'histoire était passionnante. En général, c'est génial est utilisé pour exprimer une forte appréciation ou une grande satisfaction pour quelque chose. C'est intentionnel signifie que quelque chose a été fait ou dit de manière délibérée et réfléchie, avec une intention spécifique. Cela implique souvent que la décision a été prise en toute conscience et qu'il n'y a pas de confusion ou d'erreur. Par exemple, si quelqu'un choisit de ne pas répondre à un message important, on peut dire que c'est intentionnel s'il ou elle avait une raison spécifique de ne pas répondre. Si une entreprise décide de ne pas offrir de remise sur ses produits, même si cela pourrait attirer plus de clients, on peut dire que c'est intentionnel s'ils ont pris cette décision en toute conscience. Si un artiste choisit de créer une œuvre d'art provocante ou controversée, cela peut être considéré comme intentionnel, car il a choisi de créer cette œuvre pour provoquer une réaction spécifique chez le public. En somme, c'est intentionnel signifie qu'il y a une intention claire derrière une action ou une décision donnée. Le mot « dédié » est généralement utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui est réservé à une personne, une activité ou un but spécifique. Cela peut se référer à une personne qui est entièrement engagée dans une tâche, à un objet qui est spécialement conçu pour une utilisation particulière, ou à un espace qui est réservé à une activité spécifique. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « dédié ». Un ordinateur dédié à la musique. Cela signifie qu'un ordinateur est spécialement réservé à l'utilisation de la musique, avec des logiciels et du matériel optimisés pour cette activité. Un employé dédié à un projet, cela signifie qu'un employé est entièrement engagé dans la réalisation d'un projet, qu'il travaille exclusivement sur ce projet et qu'il y consacre tout son temps et ses efforts. Une salle de classe dédiée aux sciences, cela signifie qu'une salle de classe est réservée à l'enseignement des sciences, avec un équipement et des ressources pédagogiques adaptés à cet objectif. En général, le mot « dédié » implique une certaine forme de spécialisation ou de concentration sur un objectif particulier, que ce soit une personne, un objet ou un espace. Le mot « épisode » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. En référence à une série télévisée, un épisode désigne un segment de l'histoire qui se déroule dans un épisode particulier d'une série télévisée. Les épisodes sont souvent numérotés et diffusés dans un ordre spécifique pour raconter une histoire cohérente. Par exemple, The Walking Dead est une série télévisée qui se compose de plusieurs saisons, chacune étant composée de plusieurs épisodes. En référence à un événement,
Épisode peut également désigner un événement unique qui se produit au cours d'une période donnée. Par exemple, l'épisode de la grippe espagnole désigne la période de l'histoire où la grippe espagnole a été particulièrement répandue et mortelle. En référence à une histoire, le mot épisode peut également désigner une partie d'une histoire plus longue ou d'un livre. Par exemple, le deuxième épisode de la saga Star Wars fait référence à la deuxième partie de l'histoire plus longue. En résumé, le mot épisode peut désigner une partie d'une histoire plus longue, un événement unique qui se produit au cours d'une période donnée, ou un segment spécifique d'une série télévisée ou d'un programme similaire. Le mot « essai » peut avoir différents sens selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Essai littéraire, dans ce contexte, les essais désignent des textes écrits dans un style personnel, où l'auteur exprime ses idées, ses opinions ou ses réflexions. Les essais les plus célèbres sont ceux de Michel de Montaigne, qui a écrit une série de textes sous ce titre au XVIe siècle. Essais cliniques, dans le domaine de la médecine, les essais désignent des études menées pour évaluer l'efficacité et la sécurité d'un médicament ou d'un traitement. Ces études peuvent être menées sur des animaux ou sur des êtres humains. Essais mécaniques, dans le domaine de l'ingénierie, les essais désignent des tests effectués sur des matériaux ou des structures pour évaluer leur résistance ou leur durabilité. Ces tests peuvent inclure des essais de traction, de compression, de torsion, etc. En général, le terme « essai » est souvent utilisé pour désigner des travaux ou des expérimentations visant à explorer ou à tester quelque chose. Être exposé à signifie être en contact avec quelque chose ou être confronté à une situation qui peut avoir un effet sur soi. Cela peut être positif ou négatif. Voici quelques exemples pour illustrer cette expression. Si vous travaillez dans un environnement bruyant, vous êtes exposé au bruit, ce qui peut avoir des effets négatifs sur votre santé auditive. Si vous vivez dans une région ensoleillée, vous êtes exposé au soleil, ce qui peut être bénéfique pour votre santé si vous prenez les précautions nécessaires pour éviter les coups de soleil et les dommages causés par les rayons UV. Si vous êtes étudiant et que vous assistez à un cours sur un sujet que vous ne connaissez pas bien, vous êtes exposé à de nouvelles idées et perspectives qui peuvent améliorer votre compréhension et votre apprentissage. En général, être exposé à quelque chose signifie être confronté à une situation ou un élément qui peut avoir des effets sur soi, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le mot « expérience » fait référence aux situations ou activités vécues qui nous permettent d'acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine donné. Ces expériences peuvent être personnelles ou professionnelles, formelles ou informelles, et peuvent être positives ou négatives. Voici quelques exemples d'expériences. Une expérience professionnelle, un stage, un emploi à temps partiel, une mission ou un projet au sein de son entreprise. Une expérience personnelle, voyager dans un pays étranger, apprendre une nouvelle compétence, être bénévole dans une association caritative, etc. Une expérience académique, réaliser un projet de recherche, écrire une thèse ou un mémoire, participer à des conférences ou à des ateliers de formation, etc. Dans tous les cas, les expériences nous permettent de développer nos compétences et nos connaissances, d'apprendre de nouvelles choses et de nous améliorer. Elles peuvent également nous aider à prendre des décisions importantes dans notre vie personnelle ou professionnelle. Le mot « fréquemment » signifie « souvent » ou « à intervalles réguliers ». C'est un adverbe qui indique la répétition ou la fréquence d'une action ou d'un événement. Exemple. Je vais fréquemment à la salle de sport pour faire de l'exercice. Les transports en commun passent fréquemment devant notre maison. Nous organisons fréquemment des réunions pour discuter de nos projets. Les tempêtes se produisent fréquemment dans cette région. En utilisant l'adverbe « fréquemment » dans ces phrases, on exprime que ces actions ou événements ont lieu de manière régulière ou répétitive. Hebdomadaire est un adjectif qui signifie « qui a lieu chaque semaine » ou « qui se répète tous les 7 jours ». Il peut également désigner une publication, telle qu'un magazine ou un journal, publié une fois par semaine. Voici quelques exemples d'utilisation de hebdomadaire dans ces deux sens. J'ai rendez-vous avec mon professeur d'anglais hebdomadairement, tous les mercredis à 16 h.
Ce club de sport propose des cours hebdomadaires de yoga le jeudi soir. Mon père achète toujours le même hebdomadaire depuis des années. L'hebdomadaire Le Point est connu pour ses analyses politiques approfondies. Le journal local publie une édition hebdomadaire qui couvre les actualités de la région. Il y a un manque signifie qu'il y a une absence de quelque chose, une insuffisance ou un manque de quelque chose. Cela peut se référer à quelque chose de matériel ou immatériel, comme une compétence, une ressource, une qualité, une connaissance, etc. Voici quelques exemples d'utilisation. Il y a un manque de communication entre les membres de l'équipe. Il y a un manque de personnel dans cette entreprise. Il y a un manque de ressources financières pour financer ce projet. Il y a un manque d'expérience chez les nouveaux employés. Il y a un manque de temps pour accomplir cette tâche. Dans tous ces exemples, il y a un manque indique une insuffisance ou une absence de quelque chose qui est nécessaire pour atteindre un objectif ou réaliser une tâche. Le mot « indulgence » peut avoir plusieurs significations, mais en général, il se réfère à une attitude de tolérance ou de bienveillance envers les autres, même en cas de faute ou d'erreur. Par exemple, si un professeur montre de l'indulgence envers un élève qui a des difficultés, cela signifie qu'il est compréhensif et qu'il cherche à l'aider plutôt que de le critiquer. De même, si un ami vous montre de l'indulgence envers une erreur que vous avez commise, cela signifie qu'il est prêt à pardonner et à comprendre plutôt que de vous juger. L'indulgence peut également se référer à une attitude de générosité ou de compassion envers soi-même, en reconnaissant ses faiblesses et en étant bienveillant envers soi-même plutôt que de se juger sévèrement. En revanche, l'absence d'indulgence peut se manifester par une attitude critique, impitoyable ou sévère envers soi-même ou les autres. Le verbe « intégrer » signifie généralement faire entrer dans un ensemble, une communauté ou un système, ou faire partie d'un ensemble, d'une communauté ou d'un système. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « intégrer ». Je vais intégrer une nouvelle équipe de travail à partir de la semaine prochaine. Entrer dans un groupe de travail. Notre objectif est d'intégrer les nouveaux employés dans notre culture d'entreprise. Faire entrer les employés dans la culture de l'entreprise. Il est important d'intégrer les nouvelles technologies dans notre processus de production. Faire entrer les nouvelles technologies dans le processus de production. Les immigrants doivent intégrer la société canadienne pour réussir dans leur nouvelle vie. Faire partie de la société canadienne. Le système de messagerie instantanée doit être intégré à notre plateforme en ligne. Faire entrer le système de messagerie instantanée dans la plateforme en ligne. Dans ces exemples, le verbe « intégrer » est utilisé pour décrire le processus d'inclusion ou d'incorporation dans un groupe, une communauté ou un système. La durée fait référence à la quantité de temps nécessaire pour compléter une action ou un événement. Cela peut être utilisé pour décrire à la fois une période de temps spécifique et la longueur générale d'un événement. Par exemple, si vous planifiez un voyage, vous pourriez vous demander « Quelle est la durée du vol ?» Ou si vous travaillez sur un projet, vous pourriez discuter avec vos collègues de la durée de la réunion. La durée peut également être utilisée pour décrire la longueur d'un film, d'une pièce de théâtre ou d'un concert. Par exemple, vous pourriez demander « Quelle est la durée du film que vous allez voir ce soir ?» En somme, la durée est utilisée pour exprimer la longueur de quelque chose dans le temps. Le terme « logiciel » fait référence à des programmes informatiques conçus pour effectuer une ou plusieurs tâches spécifiques sur un ordinateur ou un autre dispositif électronique. Les logiciels peuvent être classés en différentes catégories en fonction de leur fonctionnalité, de leur domaine d'application et de leur mode de distribution. Voici quelques exemples de types de logiciels. Logiciels de système, ce sont des programmes qui permettent de gérer les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur, tels que les systèmes d'exploitation, les pilotes de périphériques et les utilitaires systèmes. Logiciels d'application, ce sont des programmes qui fournissent des fonctionnalités spécifiques pour les utilisateurs finaux, tels que les suites bureautiques, les navigateurs web, les lecteurs multimédia, les éditeurs de photos, etc. Logiciels de développement, ce sont des programmes utilisés pour créer d'autres logiciels, tels que les environnements de développement intégrés, IDE,
les compilateurs, les éditeurs de code, etc. Logiciels en ligne, ce sont des programmes accessibles via Internet et utilisables sur n'importe quel dispositif connecté à Internet, tels que les applications web, les services de stockage en ligne, les plateformes de collaboration en ligne, etc. Logiciels embarqués, ce sont des programmes intégrés dans des dispositifs électroniques tels que les téléphones portables, les systèmes de navigation GPS, les voitures, les appareils photo numériques, etc. Ces logiciels sont généralement conçus pour répondre à des besoins spécifiques des appareils dans lesquels ils sont intégrés. L'expression « marche à tous les coups » signifie quelque chose qui est sûr de fonctionner ou d'être efficace à chaque fois. Elle est souvent utilisée pour décrire une stratégie ou une astuce qui a été testée et prouvée pour réussir. Exemple. Si tu veux toujours avoir une place pour te garer dans cette ville, je te conseille de chercher les parkings souterrains, ça marche à tous les coups. Pour réussir à l'examen, la méthode de révision suivante marche à tous les coups, lire le cours, faire des fiches de révision et s'entraîner avec des exercices. Cette recette de gâteau au chocolat marche à tous les coups, elle est inratable. Le terme « musique de fond » fait référence à de la musique qui est jouée doucement en arrière-plan pour créer une ambiance ou un effet sonore sans être le centre d'attention. Cette musique est souvent utilisée pour créer une atmosphère dans les lieux publics tels que les restaurants, les magasins, les aéroports, les centres commerciaux, etc. Par exemple, si vous êtes dans un restaurant et que vous entendez une musique douce en arrière-plan, il s'agit probablement de la musique de fond. Si vous êtes dans un magasin et que vous entendez de la musique douce, il s'agit également de la musique de fond. Dans les médias, la musique de fond est également utilisée pour ajouter de l'émotion ou de la tension dans les films, les émissions de télévision, les publicités, etc. La musique de fond peut également être utilisée pour aider les gens à se concentrer pendant qu'ils travaillent ou étudient. L'expression « Où voulez-vous arriver avec tout ça ?» est souvent utilisée pour demander à quelqu'un de clarifier ses intentions ou ses propos. Elle peut être utilisée dans une situation où une personne parle sans donner de contexte ou sans être clair sur le but de sa conversation. Par exemple, si quelqu'un commence à parler de quelque chose sans donner de détails, vous pourriez dire « Où voulez-vous arriver avec tout ça ?» pour lui demander de préciser ses propos. Ou si une personne exprime une opinion ambiguë, vous pourriez lui demander « Où voulez-vous arriver avec tout ça ?» pour comprendre ses intentions. En résumé, cette expression est utilisée pour demander à quelqu'un de clarifier ses propos ou ses intentions. L'expression « perdre patience » signifie qu'une personne devient agacée ou irritée par une situation ou une personne qui n'agit pas comme elle le souhaite, et qu'elle réagit de manière impatiente. Voici quelques exemples d'utilisation de cette expression. J'ai perdu patience avec mon collègue qui ne cesse de me déranger pendant que je travaille. Les enfants ont perdu patience dans la file d'attente pour les tickets de cinéma. Le professeur a perdu patience avec l'élève qui n'arrivait pas à comprendre le concept. Le client a perdu patience avec le service clientèle après avoir été mis en attente pendant plus de 30 minutes. Dans tous ces exemples, la personne devient impatiente en raison d'une situation qui ne répond pas à ses attentes ou à ses besoins, et elle perd son calme. Le verbe « perfectionner » signifie améliorer ou rendre quelque chose meilleur en y apportant des modifications ou des ajustements. Cela peut s'appliquer à divers domaines, comme la technologie, les compétences, les connaissances, etc. Voici quelques exemples d'utilisation du verbe « perfectionner ». J'aimerais perfectionner mon niveau de français en prenant des cours particuliers. Les ingénieurs travaillent actuellement sur une nouvelle version de l'ordinateur portable afin de perfectionner ses performances. Les entraîneurs de l'équipe de football cherchent constamment à perfectionner les tactiques de jeu pour remporter plus de matchs. En étudiant régulièrement et en lisant des livres sur le sujet, il est possible de perfectionner ses connaissances en histoire de l'art. Pour perfectionner son coup droit au tennis, il faut s'entraîner régulièrement et recevoir les conseils d'un coach expérimenté. Rigolo est un adjectif qui signifie amusant, drôle, comique ou amusant de manière inattendue. C'est un terme couramment utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui provoque le rire ou qui est amusant d'une manière ou d'une autre.
Voici quelques exemples d'utilisation de rigolo. Ce film est vraiment rigolo. J'ai ri du début à la fin. J'aime bien cet enseignant, il est rigolo et il rend ses cours intéressants. Mon petit frère a fait une blague rigolote et nous avons tous ri. Cette histoire que tu viens de raconter est très rigolote, je ne m'attendais pas à ça. Ce déguisement est vraiment rigolo, tu vas attirer l'attention à la fête. Le mot rudimentaire est utilisé pour décrire quelque chose de très basique, de primitif ou de simple. Cela peut être appliqué à une variété de domaines, tels que la technologie, les compétences, les connaissances, etc. Voici quelques exemples. Un outil rudimentaire, un outil très simple qui ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités avancées. Une compétence rudimentaire, une compétence de base qui est enseignée en premier lieu et qui doit être développée davantage. Des connaissances rudimentaires, des connaissances de base qui doivent être approfondies pour atteindre un niveau plus avancé. Une langue rudimentaire, une langue que l'on ne parle qu'à un niveau de base, sans maîtrise de la grammaire ou du vocabulaire plus avancé. En général, le terme rudimentaire est utilisé pour décrire quelque chose qui est encore en cours de développement ou qui est encore très basique. Il peut également être utilisé de manière péjorative pour indiquer que quelque chose est insuffisant ou non performant. Les règles peuvent désigner plusieurs choses selon le contexte dans lequel elles sont mentionnées. Voici quelques exemples. Règles de grammaire, ensemble de règles qui déterminent la façon dont les mots et les phrases doivent être utilisés dans une langue donnée. Par exemple, les règles de grammaire française déterminent l'ordre des mots dans une phrase, l'accord des verbes avec les sujets, la formation des pluriels, etc. Règles de conduite, ensemble de règles qui déterminent le comportement acceptable dans une situation donnée. Par exemple, les règles de conduite sur la route déterminent les limites de vitesse, les règles de priorité, etc. Règles de jeu, ensemble de règles qui déterminent comment jouer à un jeu donné. Par exemple, les règles du football déterminent le nombre de joueurs sur le terrain, la durée du match, les règles de but, etc. Règles de sécurité, ensemble de règles qui visent à protéger les personnes et les biens contre les dangers potentiels. Par exemple, les règles de sécurité dans une usine chimique déterminent les procédures à suivre en cas d'incident, les équipements de protection à utiliser, etc. Règles de gestion, ensemble de règles qui déterminent la façon dont une organisation doit être gérée. Par exemple, les règles de gestion d'une entreprise déterminent les procédures de recrutement, les politiques de rémunération, les procédures disciplinaires, etc. Le terme « récit » se réfère à des histoires racontées ou écrites dans le but de divertir, d'informer ou d'enseigner quelque chose au lecteur ou à l'auditeur. Les récits peuvent prendre différentes formes, telles que des romans, des contes, des nouvelles ou des mémoires. Voici quelques exemples de récits. Les romans de Jane Austen, tels que Orgueil et préjugés et Raison et sentiment, sont des récits de la vie de la gentry britannique au début du XIXe siècle. Le Petit Chaperon Rouge est un conte célèbre qui raconte l'histoire d'une petite fille qui rencontre un loup sur le chemin de sa grand-mère. Les nouvelles d'Edgar Allan Poe, telles que Le Chat Noir et La chute de la maison Usher, sont des récits gothiques qui utilisent des éléments de terreur et de mystère pour captiver le lecteur. Les mémoires de Nelson Mandela, intitulées Un long chemin vers la liberté, sont un récit autobiographique qui raconte l'histoire de sa vie et de sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Rédiger est le participe passé du verbe rédiger, qui signifie écrire un texte de manière structurée et organisée. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de rédiger. Les instructions ont été rédigées par l'expert en la matière pour garantir leur clarté et leur précision. Les lettres de motivation doivent être rédigées avec soin pour montrer au recruteur que le candidat est motivé et compétent. Les contrats ont été rédigés par les avocats pour protéger les intérêts de toutes les parties impliquées. S'abonner à signifie s'engager à recevoir régulièrement quelque chose, comme un service ou une publication, en échange d'un paiement ou gratuitement. Voici quelques exemples d'utilisation de s'abonner à. Je me suis abonné à un magazine de voyage pour recevoir des idées de destination et des astuces de voyage.
Pour regarder toutes les saisons de ma série préférée, j'ai dû m'abonner à une plateforme de streaming. Mon ami s'est abonné à une box mensuelle de produits de beauté pour découvrir de nouveaux produits chaque mois. En tant qu'étudiante, je me suis abonné à un service en ligne de cours de langue pour améliorer mes compétences linguistiques. En résumé, s'abonner implique un engagement à recevoir quelque chose régulièrement, moyennant un paiement ou non, et peut être utilisé dans différents contextes, tels que les magazines, les services en ligne, les plateformes de streaming, les box mensuelles, etc. Un conseil est une expression qui est souvent utilisée pour donner un conseil ou une suggestion à quelqu'un. Cela peut être utilisé dans une variété de contextes, tels que dans une conversation informelle ou même dans un cadre professionnel. Par exemple, si quelqu'un vous demande de l'aide pour résoudre un problème, vous pourriez répondre en disant un conseil, essayez de décomposer le problème en plus petites étapes. Ou bien, si vous rencontrez quelqu'un qui va passer un examen, vous pourriez dire un conseil, assurez-vous de bien vous reposer la nuit précédente pour être en forme pour l'examen. Dans ces deux exemples, un conseil est utilisé pour donner une suggestion ou un conseil qui pourrait aider quelqu'un dans une situation donnée. Le mot « approche » désigne une manière ou une méthode particulière d'aborder quelque chose. Elle peut être utilisée pour décrire la façon dont on aborde une tâche, une situation, un problème ou une question. Par exemple, en matière d'éducation, une approche pédagogique est une méthode spécifique d'enseignement, telle que l'apprentissage par projet, l'enseignement différencié ou l'apprentissage coopératif. De même, en psychologie, une approche thérapeutique est une méthode particulière de traitement, telle que la thérapie comportementale, la thérapie cognitivo-comportementale ou la psychanalyse. En général, l'approche peut être utilisée pour désigner toute méthode ou façon de faire qui est considérée comme étant particulièrement efficace, innovante ou pertinente dans un certain domaine ou contexte. Que pensez-vous de cette introduction? Est-ce que ça vous a intéressé? Aimeriez-vous voir d'autres choses? Avez-vous des idées pour améliorer la chaîne? Laissez vos commentaires ci-dessous.